Elle avait été humiliée, là, en plein cœur du hall doré de l'hôtel 7 étoiles, penchée pour essuyer une table sous un immense lustre en cristal. Une réceptionniste ricana. Fais attention. Si tu te mets à essuyer les pieds des clients par erreur, tu perdras ton travail. Le directeur lui fit signe de s'en aller, l'ordonnant de disparaître avant l'arrivée de l'entourage royal. Mais lorsque Cheikh Fidil commença à parler en arabe ancien, et que personne ne comprit un mot, ce fut Amamira, la femme de ménage qu'on venait de repousser, qui leva les yeux et répéta chaque syllabe dans un parfait dialecte hadrami. Le silence tomba sur toute la pièce. Le cheikh se leva, les yeux plissés. « Où as-tu appris cela? Où étais-tu l'une des nôtres ?» Le hall étincelait d'or et de verre, brillant sous des lumières qui valaient plus que les maisons de la plupart des gens. Amamira Collins, 29 ans, se tenait là, vêtue d'un simple chemisier blanc et d'une jupe noire. Ses cheveux bruns foncés étaient tirés en arrière, sans maquillage ni bijoux, juste un chiffon à la main et un seau à ses pieds. Elle nettoyait depuis des heures, les mains rouges à force de frotter, le dos douloureux d'être resté courbé si longtemps. La réceptionniste, une femme aux ongles rouges et au foulard de luxe, se pencha sur le comptoir en souriant d'un air moqueur. « Tu as oublié une tâche, dit-elle en pointant le vide. Amamira hocha la tête sans répondre et continua à essuyer. Elle avait l'habitude. Les gens la regardaient toujours comme si elle valait moins que le marbre qu'elle nettoyait. Ils voyaient l'uniforme, sa manière discrète de se déplacer, et supposaient qu'elle n'était personne. Mais Amamira n'était pas personne. Loin de là. Ce jour-là, l'hôtel bourdonnait d'agitation. Le cheikh Fidil bin Nasser, magnate du pétrole, arrivait avec son entourage. Le personnel s'était préparé pendant des semaines, lustrant chaque surface, répétant leur sourire. Amamira ne se souciait pas de tout ce vacarme. Elle faisait simplement son travail, passant de table en table pour que le hall brille. Mais le directeur, un homme maigre au visage toujours renfrogné, la remarqua près de l'entrée. « Bouge !» siffla-t-il en agitant les bras comme si elle était un chien errant. « Ne reste pas là, bien en vue. » Amamira recula, baissant les yeux, serrant son chiffon dans ses mains. La réceptionniste éclata de rire assez fort pour que tout le hall l'entende. Laisser une femme de ménage traîner près du cheikh, ça ruine le prestige. Quelques clients proches étouffèrent un rire, leurs yeux glissant sur Amamira comme si elle faisait partie du mobilier. Elle baissa la tête, s'excusa doucement et se glissa vers un coin discret. Mais ses yeux, vifs et attentifs, restaient fixés sur le groupe du cheikh qui entrait. Un groupe de jeunes influenceurs, couverts de vêtements de marque et de montres en or, traînait non loin, prenant des selfies avec le lustre en arrière-plan. L'une d'elles, au faux bronzage et au rire criard, remarqua Amamira. « Oh mon Dieu, regardez ces chaussures !» lança-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Tu les as volées dans une friperie ?» Ses amis éclatèrent de rire, l'une feignant de vomir. La main d'Amamira se figea sur la table. Ses ballerines noires étaient usées mais propres. Elle ne leva pas les yeux, continua à essuyer lentement et avec soin. L'influenceuse s'approcha, son téléphone à la main, filmant. « Souris pour ma story, femme de ménage. » lança-t-elle d'un ton moqueur. La mâchoire d'Amamira se crispa, mais elle ne dit rien. Elle tourna légèrement la tête, et son regard croisa celui de l'influenceuse juste une fraction de seconde, assez pour la faire sursauter et détourner les yeux. Le cheikh entra comme s'il était le propriétaire des lieux, ce qui, d'une certaine façon, était vrai. Ses robes impeccables, sa présence imposante. Ses assistants, en costume sombre et lunettes de soleil, parlaient d'une voix basse et rapide. Le personnel de l'hôtel se précipita pour saluer, sourire, offrir des boissons. Amamira resta dans son coin, essuyant une petite table que personne n'utilisait. Elle était censée être invisible, mais elle ne pouvait s'empêcher d'entendre la voix du cheikh. Assis dans un fauteuil de velours, il balaya la pièce du regard et se mit à parler en arabe ancien, un dialecte si vieux que la plupart des érudits ne le lisent que dans les livres. « Personne ici ne nous comprend, » dit-il à ses assistants. « Parlez librement. » Ils commencèrent à discuter d'un accord pour acheter des champs pétrolifères près d'une frontière. Une affaire risquée et controversée. L'un des assistants, un homme nerveux à la moustache tremblante, murmura. « Si quelqu'un enregistre, on est fichu. » La main d'Amamira s'immobilisa sur la table. Elle secoua légèrement la tête, comme si elle n'était pas d'accord avec l'air lui-même. Puis elle sortit son téléphone non pas pour enregistrer, mais pour ouvrir une application qu'elle avait elle-même créée, capable de traduire en temps réel les anciens dialectes. Un client de l'hôtel, un homme d'âge mûr vêtu d'un costume sur mesure,
remarqua son téléphone et ricana. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu joues sur ton téléphone pendant ton service? Il se pencha vers le directeur et parla assez fort pour que tout le monde entende. Vous laissez vraiment votre personnel se relâcher ainsi? Le visage du directeur vira au rouge et il fonça vers elle, sifflant entre ses dents. Range ça tout de suite. Tu nous fais honte. Amamira glissa calmement le téléphone dans sa poche, son expression inchangée. Je vérifiais juste quelque chose, dit-elle doucement. Le client éclata de rire et lança à la foule. Vérifiait quelque chose, comme comment mieux passer la serpillière? Des rires éclatèrent autour, secs et cruels. Les doigts d'Amamira se crispèrent sur le rebord de son seau, mais elle ne répondit pas. Elle le souleva et se dirigea vers une autre table, c'est pas toujours aussi régulier. L'un des assistants, un grand homme aux cheveux tirés en arrière en queue de cheval, croisa son regard. « Et, toi » aboya-t-il en pointant du doigt. « Qu'est-ce que tu regardes? Tu comprends ce qu'on dit ?» La salle entière se tourna vers elle, les yeux braqués. La réceptionniste renifla, croisant les bras. « Ne crois pas que travailler ici te donne le droit d'espionner la royauté. » Un autre assistant claqua, sa voix dégoulinant de mépris. Le directeur accourut, le visage crispé. « Amamira, va dans la réserve. Tu es banni du hall. » Les épaules d'Amamira restèrent droites. Elle s'inclina légèrement et dit. « Je ne voulais pas. Je connais juste un peu l'arabe. » Les assistants éclatèrent de rire. « De l'arabe » ricana l'homme à la queue de cheval. « Depuis quand les femmes de ménage parlent-elles la langue de la royauté ?» La réceptionniste joignit son rire, tranchant comme du verre. Les doigts d'Amamira se serrèrent autour de son chiffon, mais son visage resta impassible. Elle se tourna pour partir, ses pas lents, mesurés. Alors qu'elle atteignait le bord du hall, un jeune groom d'accent grave peine 18 ans hésita près d'elle. Il l'avait souvent vue travailler tard, toujours silencieuse, toujours aimable. Il se pencha et murmura, d'une voix discrète. « Ne les laisse pas t'atteindre, Amira. Ils sont juste bruyants. » Amamira s'arrêta un instant, ses yeux s'adoucissant. Elle lui adressa un léger signe de tête, presque imperceptible, et continua d'avancer. Mais les mots du groom restèrent suspendus dans l'air, comme une petite étincelle dans la froideur de la pièce. Elle rangea son chiffon dans sa poche, ses doigts frôlant la photo de son frère Sami. Le poids de cette photo l'ancrait, la maintenait en mouvement. Elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle n'en avait jamais eu besoin. Le cheikh la fixait, les yeux plissés. Il se pencha en avant et parla de nouveau, cette fois en arabe ancien, sa voix basse et mise à l'épreuve. « Si tu comprends, répète cette phrase en utilisant le prosodie Hadrami. » La salle se figea. Personne ne savait ce qu'était le Hadrami Pro. Ni les assistants, ni le directeur, ni même le prestigieux traducteur de l'hôtel qui s'empêtrait avec sa tablette. Amamira s'arrêta. Elle se retourna, plaça ses mains devant son ventre dans un geste de cour royale, et parla. Sa voix était ferme, le dialecte hadrami roulant sur sa langue comme si elle y était née. Prononciation parfaite. Cadence parfaite. Un gobelet en argent glissa des mains d'un assistant et s'écrasa au sol. Le cheikh se leva, ses robes bruissant. « Quel est ton nom » demanda-t-il, sa voix tranchant le silence comme une lame. Le directeur bondit, horrifié. « Silence » siffla-t-il en essayant presque de lui couvrir la bouche. « Tu vas être renvoyé. » La réceptionniste chuchota à une collègue. Elle creuse sa propre tombe. D'autres membres du personnel murmurèrent, un bourdonnement de jugement. Pour qui elle se prend? Une femme de l'entourage du cheikh, couverte de bijoux en or, hurla. Ne laissez pas cette roturière rester ici une seconde de plus. Amamira inclina de nouveau la tête, sa voix douce mais claire. J'ai seulement répondu parce que vous avez demandé. Le cheikh leva une main, et la pièce se tut aussitôt. Ses yeux restaient fixés sur elle, la scrutant comme pour résoudre une énigme. Il ne dit rien, mais son silence pesait plus qu'un ordre. Dans le tumulte, une jeune femme de l'entourage, le visage couvert de maquillage, s'avança. Elle pointa le chemisier d'Amamira, sa voix dégoulinant de venin. Regardez cet uniforme, il tombe en lambeaux. Et elle croit pouvoir se tenir ici et jouer les érudites? Elle se tourna vers la foule, un rictus aux lèvres. Elle l'a sûrement volé à la blanchisserie. Des ricanements éclatèrent dans la salle. Les doigts d'Amamira frôlèrent l'ourlet usé de son chemisier. Elle ne broncha pas, ne se défendit pas. Au lieu de cela, elle releva légèrement le menton, ses yeux ancrés dans ceux de la femme. « Il est propre »
dit-elle d'une voix si calme qu'elle semblait se dissoudre dans l'air. Le sourire de la femme vacilla, sa confiance se fissurant sous le regard tranquille d'Amamira. Un homme plus âgé dans l'entourage, un général aux mèches grises dans la barbe, plissa les yeux. Ses mains tremblaient en pointant vers elle. Tu étais à Ankura en 2016. Je me souviens de cette voix. Tu étais Sédartri. Le nom resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Sédartri, le nom de code d'une femme qui avait traduit lors d'un sommet militaire top secret. Sa voix avait été la seule chose à empêcher deux nations d'entrer en guerre. Les assistants échangèrent des regards. La mâchoire du directeur s'ouvrit de stupeur. Le cheikh se rassit, les mains jointes. « Pourquoi es-tu ici, à travailler comme femme de ménage ?» demanda-t-il. Les yeux d'Amamira vacillèrent juste un instant vers une petite photo qu'elle gardait dans sa poche. Un cliché fané d'un garçon d'environ 12 ans, souriant dans une rue poussiéreuse. « Je suis partie, dit-elle. J'en ai assez fait. » Le cheikh hocha lentement la tête, son visage impassible. « Mais aujourd'hui, dit-il, j'ai besoin de toi une dernière fois. » Un jeune assistant, la cravate trop serrée et le visage rouge d'ambition, ne put se retenir. Il s'avança, la voix forte. « C'est ridicule. C'est une femme de ménage, pas une diplomate. » Il se tourna vers le cheikh, gesticulant. « Vous ne pouvez pas sérieusement lui confier des affaires sensibles. Elle invente sûrement tout ça. » Un murmure d'approbation parcourut la pièce, la tension montant. Amamira resta immobile, les mains jointes. Elle ne discuta pas, n'éleva pas la voix. À la place, elle prit son chiffon, le plia soigneusement et le posa sur la table. Le geste était si précis, si maîtrisé, qu'il réduisit l'assistant au silence. Ses mots s'éteignirent, sa confiance s'effaçant sous la dignité calme d'Amamira. L'assistant à la queue de cheval n'était pas convaincu. Il se pencha, un sourire moqueur. « Tu crois qu'avec quelques mots savants tu mérites une place ?» Sa voix était forte, destinée à l'humilier. Ça pourrait être une coïncidence, ou une mise en scène. Un autre assistant, plus jeune, avec un sourire arrogant, renchérit. « Prouve-le. » Répond en arabe bédouin éteint. La salle retint son souffle, attendant qu'elle trébuche. Amamira ne cligna pas des yeux. Elle ouvrit la bouche, et chanta un chant traditionnel du peuple Alarif. Sa voix, douce mais envoûtante, portait chaque mot et chaque note à la perfection. L'assistant recula, le visage pâle. « Impossible, murmura-t-il. Seul quelqu'un né dans la tribu Alarif connaîtrait cela. » Les yeux d'Amamira croisèrent les siens, calmes et assurés. « J'ai vécu avec cette tribu pendant 2 ans, dit-elle. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondes dans toute la salle. Alors que le chant s'éteignait, un chef de l'hôtel, qui observait depuis la porte de la cuisine, laissa tomber un plateau de verre. Le fracas résonna, mais personne ne bougea. Le chef, un homme robuste couvert de farine sur les mains, fixait un miroir, la bouche entr'ouverte. Il avait déjà entendu cette chanson, des années plus tôt, dans un village lointain, bien loin de Dubaï. Il fit un pas en avant, ignorant le regard noir du manager. « Ma grand-mère chantait cela, » dit-il, la voix tremblante. « Comment la connais-tu » Amamira se tourna vers lui, son visage s'adoucissant pour la première fois. « J'ai écouté » répondit-elle simplement. Le chef hocha la tête, les yeux embués, et recula, agrippant son tablier comme une bouée de sauvetage. Le cheikh se releva, cette fois avec détermination. Il tendit la main et déclara d'une voix ferme. « Amamira Collins, je veux que vous veniez avec moi à Genève. » La pièce laissa échapper un souffle de stupeur. Le manager, qui faisait les 100 pas nerveusement, se figea. Les assistants se levèrent précipitamment en s'inclinant. « À votre service, mademoiselle Collins », balbutia l'un d'eux, son air méprisant d'avant disparu. Le visage de la réceptionniste devint livide, ses mains crispées sur le comptoir. Amira détacha son tablier, le plia soigneusement sur son bras, et s'inclina devant le cheikh d'une voix calme mais assurée. « Je n'ai pas besoin de célébrité. Je veux seulement que ma voix soit utilisée au bon moment. » Elle marcha vers la porte, ses simples chaussures noires claquant doucement sur le marbre. Dehors, les équipes de presse s'étaient déjà rassemblées, leurs flashs crépitants. La femme de chambre anonyme était sur le point de devenir un nom que le monde n'oublierait pas. Juste avant de franchir le seuil, une cliente âgée, appuyée sur une canne et drapée d'un châle de velours, s'approcha d'elle. Elle était restée assise discrètement dans le hall, ignorée de tous. Ses yeux étaient vifs, sa voix assurée malgré son âge. «
Vous me rappelez ma fille, dit-elle, les doigts tremblants en effleurant le bras d'Amira. Elle non plus ne les a jamais laissés la briser. Amamira s'immobilisa, la main sur le chambranle de la porte. Elle regarda la vieille femme, son expression indéchiffrable mais empreinte de douceur. Merci, dit-elle doucement, avant de pousser la porte. La femme la suivit du regard, sa canne frappant doucement le sol, une fierté discrète brillant dans ses yeux. Mais ce moment dans le hall n'était pas le début de l'histoire d'Amira. Des années plus tôt, elle avait été une autre. Une jeune fille née au Yémen, élevée dans une famille si riche qu'elle pouvait acheter le silence. Son père était diplomate, sa mère érudite. Il lui avait appris la discipline, les langues et le poids des mots. À 15 ans, elle parlait déjà 8 langues, y compris des dialectes que peu de gens savaient même exister. Elle s'asseyait au bureau de son père, l'écoutant négocier, ses petites mains suivant les cartes des endroits qu'elle parcourait plus tard. Mais son frère Sami est mort. Une frappe aérienne. Une rue où il n'aurait jamais dû se trouver. Amamira avait 20 ans et travaillait alors pour le ministère de la Défense britannique, traduisant des messages codés qui sauvaient des vies. Quand elle apprit la nouvelle, elle s'arrêta. Juste, s'arrêta. Elle quitta son emploi, la ville, sa vie. Elle voulait le silence. Elle voulait disparaître. Une nuit, des années auparavant, elle se tenait dans un village poussiéreux du Yémen sous un ciel étoilé. Une vieille femme de la tribu Al-Arf lui avait appris cette chanson populaire, sa voix cassée mais forte. Amamira était assise près du feu, son carnet ouvert, notant chaque mot. La vieille femme avait pris ses mains et dit « Tu portes désormais nos histoires. » Depuis cette nuit-là, Amira n'avait plus jamais chanté, jusqu'à aujourd'hui. Dans le hall, alors qu'elle pliait son tablier, ce souvenir brillait dans ses yeux. Elle n'en parla pas, mais ses doigts restèrent un instant sur le tissu, comme si elle s'accrochait à ce village, à ce feu, à cette promesse. Le travail à l'hôtel n'était pas un hasard. Amamira l'avait choisi. Cet hôtel 7 étoiles à Dubaï était un lieu où le pouvoir circulait, où elle pouvait écouter sans être vue. Elle n'avait pas besoin d'argent, la fortune familiale était toujours là, intacte. Mais elle avait besoin de ce travail, de son rythme. Nettoyer les tables, plier les draps. Cela gardait ses mains occupées, pendant que son esprit restait affûté. Elle entendait des choses, des affaires, des secrets, des projets et les laissait simplement passer en elle comme le vent. Mais ce jour-là, avec le chèque, quelque chose avait changé. Elle n'avait pas prévu de parler, elle n'en avait pas envie. Mais lorsqu'il s'était adressé à elle en arabe ancien, lorsqu'il l'avait mise à l'épreuve, c'était comme si la voix de Sami résonnait dans sa tête. Ne te cache pas, miroir. Pas maintenant. Dans le local de stockage où on l'avait envoyée pour la faire disparaître, Amira resta seule un moment. Les étagères étaient remplies de produits d'entretien, l'air saturé de l'odeur de javel. Elle sortit la photo de Sami et la tint sous la lumière tamisée. Son sourire était large, ses yeux brillants comme s'il s'apprêtait à lui raconter une blague. Elle suivit les traits de son visage avec son pouce, respirant lentement. Une collègue, une femme plus âgée qui s'occupait de nettoyer les pâtisseries, passa la tête par la porte. « Ça va, Habibi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Amira hocha la tête, remettant la photo dans sa poche. « Je pensais juste. » répondit-elle. La femme sourit, ses mains marquées par des années de travail. « Tu es plus forte qu'il ne le croit ?» dit-elle avant de repartir. Amira redressa les épaules, prit son seau, et retourna vers le hall. L'atmosphère y était différente, désormais. Les assistants évitaient son regard. Le manager rôdait, marmonnant des excuses qu'elle n'écoutait pas. La réceptionniste, celle qui avait le plus ri, avait disparu. Amira se tenait près du fauteuil du chèque, traduisant pendant qu'il parlait à son équipe. Sa voix était basse, précise, transformant l'arabe ancien en anglais, puis en français, puis de nouveau en arabe. Le général venu d'Ankura l'observait, les mains encore tremblantes. Il se pencha vers un assistant et murmura. « Elle nous a sauvés à l'époque. Personne d'autre n'aurait pu. » Amamira ne réagit pas, mais ses doigts effleurèrent la photo dans sa poche, juste un instant. Un journaliste, resté en retrait, notait frénétiquement chaque mot. Il s'était glissé là avec les équipes de presse, son badge de travers. Il s'approcha d'Amamira pendant une pause, la voix avide. « Mademoiselle Collins, juste une question. Comment avez-vous appris tout cela ?» Amira s'arrêta, la main posée sur un dossier de chaise. Elle le fixa, les yeux calmes. En écoutant, dit-elle simplement. Le journaliste attendit une suite,
Mais elle se détourna, ajustant sa jupe. Son stylo s'immobilisa, son visage partagé entre l'admiration et la frustration. Elle ne lui devait pas son histoire. Elle ne devait ses explications à personne. La nouvelle se répandit vite. Le soir même, le nom d'Amamira était sur toutes les chaînes. La femme de chambre qui parlait la langue des rois, disait-il. La réceptionniste fut renvoyée dès le lendemain. Quelqu'un avait divulgué ses propos à un site de ragots, et l'hôtel ne pouvait pas se permettre ce scandale. L'assistant à queue de cheval perdit lui aussi son poste, son nom lié à un échec commercial révélé en ligne. Le jeune conseiller qui avait osé la défier de chanter disparut du cercle du chèque. Ses réseaux sociaux devinrent soudain privés. Aucun de ses revers n'était du fait d'Amira. Elle n'avait rien publié, rien dit, rien revendiqué. Elle continuait simplement d'avancer. Et l'offre du chèque n'était pas que des mots, il la pensait vraiment. Genève, c'était un sommet, une chance de redessiner des frontières, d'empêcher des conflits avant qu'ils ne commencent. Amamira n'accepta pas tout de suite. Elle retourna dans son petit appartement, s'assit sur son canapé, et contempla la photo de Sami. Son sourire était toujours là, figé dans le temps. Elle pensa à la tribu Al-Arif, aux 2 années passées avec eux à apprendre leurs chants, leurs histoires. Elle pensa à Ankura, aux longues nuits à traduire sous pression, sachant qu'un seul mot mal choisi pouvait coûter des vies. Elle ne voulait plus porter ce poids. Mais la voix du cheikh résonnait dans sa tête. « J'ai besoin de toi, une dernière fois. » À l'aéroport, une fillette d'une dizaine d'années fixait Amira pendant qu'elle attendait son vol. Sa mère, une femme épuisée portant un sac trop lourd, la poussa doucement du coude. « Ne regarde pas, murmura-t-elle. Une citoyenne meurt quand on lui donne un nom. » Mais la fillette continuait de la regarder, les yeux grands ouverts. « C'est la dame des infos ?» demanda la fillette, assez fort pour qu'Amira entende. Amira tourna la tête vers elle, le visage adouci. Elle s'accroupit et lui tendit une petite pièce tirée de sa poche, un rial yéménite, usé mais encore brillant. « Continue d'écouter, » dit-elle. La fillette serra la pièce dans sa main, son sourire éclatant. Amira se releva, passa son sac sur l'épaule et monta dans l'avion. Le lendemain matin, elle fit sa valise. Pas de vêtements luxueux, seulement ses jupes et chemisiers sobres habituels. Elle n'appela pas l'équipe du cheikh, ils avaient déjà envoyé une voiture. À l'aéroport, une femme en tailleur strict lui remit un badge. Amamira Collins, responsable mondial des langues diplomatiques. Amira le contempla, son pouce suivant les lettres gravées. Elle ne sourit pas, mais hocha la tête. L'avion décolla, et Dubaï rétrécit sous elle. Elle ne se retourna pas. À Genève, le sommet était un chaos. Des diplomates criaient, des traducteurs couraient, des papiers volaient partout. Amamira, en jupe simple, paraissait déplacée parmi les costumes sur mesure. Les gens la fixaient, chuchotaient. Elle n'en avait cure. Elle s'assit à la table, sa voix ferme, traduisant des dialectes que personne d'autre ne comprenait. Lors d'un moment critique, un différend frontalier, 2 camps refusant de céder, elle parla. Une seule phrase en arabe ancien, citant un poète que les 2 parties vénéraient. La salle devint silencieuse. L'accord avança. Plus personne ne se moquait d'elle. Pendant une pause, un vieux diplomate, ses lunettes embuées, s'approcha d'elle. Il avait été à Ankura II, jeune officier à l'époque. « Je ne vous ai jamais remercié, » dit-il d'une voix basse. « Vous nous avez sauvés cette nuit-là. » Amira le regarda, les mains immobiles. Elle hocha simplement la tête, puis retourna à ses notes. Le diplomate resta là, les mains jointes, comme s'il voulait en dire davantage, mais savait qu'elle ne le voudrait pas. Il s'éloigna, ses pas lourds, portant le poids d'une dette jamais payée. Au fil du sommet, une jeune traductrice, à peine sortie de l'université, resta près du siège d'Amira. Ses mains tremblaient sur son carnet, ses yeux écarquillés d'admiration. « J'ai étudié votre travail, » souffla-t-elle. « Vos traductions d'Ankura, elles sont dans mon manuel. » Amira suspendit son stylo, leva les yeux vers elle, son expression douce mais prudente. « Continue d'étudier, » dit-elle à voix basse. Le visage de la jeune femme s'illumina, et elle retourna s'asseoir, serrant son carnet comme un trésor. Les journalistes la suivirent là aussi. Ils voulaient des interviews, des photos, son histoire. Elle ne leur donna rien. Pas un mot. Elle se glissait hors des réunions, tête basse, pas rapide. Mais un jour, en quittant le centre de conférence, un reporter la rattrapa. « Mademoiselle Collins, pourquoi vous cachez ?
Vous êtes une héroïne. Amira s'arrêta, planta ses yeux dans les siens. Je ne me cache pas. Je ne fais juste que ne plus parler. Puis elle repartit, son sac en bandoulière. De retour à Dubaï, l'hôtel n'était plus le même. Le personnel murmurait son nom comme une légende. La nouvelle réceptionniste, une jeune femme aux mains nerveuses, gardait une photo d'Amamira sur son téléphone, découpée d'un article de presse. Le directeur lui envoya un mail d'excuses, lui proposant de reprendre son poste. Amamira ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa vie n'était plus là. Des mois plus tard, un homme apparut à un sommet à Londres. Grand, silencieux, sa présence pesait comme un nuage d'orage. Le mari d'Amira. Personne ne savait qu'elle était mariée, ni le cheikh, ni ses assistants, ni les journalistes. Il ne parlait presque pas, restait simplement à ses côtés pendant qu'elle traduisait. Quand un ancien assistant de Dubaï, l'un de ceux qui s'étaient moqués d'elle, le vit, il se figea. Le nom de cet homme n'avait pas besoin d'être prononcé, sa fortune et son influence emplissaient la pièce. L'assistant détourna les yeux, les mains tremblantes. Amamira, elle, ne réagit pas. Elle continua de traduire, sa voix calme, ses yeux sur ses documents. Un soir calme à Londres, Amamira sortit du centre de conférence. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pavé humide. Un musicien de rue jouait une douce mélodie sur une guitare usée. L'air lui était familier, une vieille berceuse yéménite que sa mère lui chantait autrefois. Amamira s'arrêta, le souffle suspendu. Elle glissa une pièce dans sa caisse, ses doigts légèrement tremblants. Le musicien hocha la tête, sans savoir qui elle était, mais ses yeux croisèrent les siens, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne disait pas. Les conséquences, elles, arrivèrent en silence. La carrière de l'ancienne réceptionniste ne se releva jamais. Son nom était devenu toxique dans l'hôtellerie. L'assistant à queue de cheval tenta de fonder sa propre société, mais personne ne lui faisait plus confiance depuis l'affaire révélée. Le jeune conseiller fut abandonné par ses sponsors, son sourire suffisant envolé. Amamira ne les avait pas traqués, n'avait jamais publié leur nom. Elle n'en avait pas besoin. La vérité avait suffi. À la fin, Amamira se tenait à une fenêtre à Londres, regardant la ville. Son mari à ses côtés, silencieux, sa main frôlant la sienne. Elle n'avait plus besoin de se justifier ni devant lui, ni devant quiconque. Elle avait passé sa vie à être jugée sur ses vêtements, son travail, sa façon discrète de se mouvoir. Mais jamais elle ne s'était pliée, jamais elle n'avait supplié, jamais elle ne s'était perdue. Le monde la voyait désormais, non comme une femme de chambre, ni comme une cryptographe, mais comme un miroir. Juste un miroir. Tu sais ce que c'est que d'être méprisé, n'est-ce pas? De ressentir la morsure de mots destinés à blesser, et malgré tout, rester debout. Bref, tu n'as pas tort de garder le silence. Tu n'es pas seul à porter ce poids. Et l'histoire d'Amira, c'est la preuve que tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'entende. D'où regardais-tu cette histoire? Laisse un commentaire ci-dessous et abonne-toi pour marcher avec moi à travers la douleur, la trahison, et enfin, la guérison. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes.